Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 68 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui, on accueille Thierry qui a une histoire particulière, j'ai même une histoire inédite depuis que j'ai commencé à faire ces interviews pour le podcast, parce que après plus de 20 ans à avoir fait carrière dans des grandes entreprises à Paris, à 45 ans, Thierry a décidé de tout quitter, de tout revendre et de partir voyager avec sa femme jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit voilà, maintenant j'ai plus envie du tout travailler, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me faire plaisir et c'est ce qu'il fait maintenant depuis 2 ans. Donc Thierry il a un profil un petit peu particulier qu'on n'a pas souvent sur le podcast, donc ça c'est vraiment sympa. D'ailleurs c'est Thierry qui m'a contacté par email pour apparaître sur le podcast parce qu'il écoute les interviews depuis un petit moment. Il m'a dit voilà, ça serait bien de varier un petit peu. Et quand il a commencé à me raconter l'histoire, j'ai dit banco tout de suite parce que c'est fascinant. Et donc du coup dans l'interview vous allez comprendre quelle était la vie de Thierry à Paris avant de partir, comment il a pris la décision de tout quitter, parce que c'est pas une décision simple à prendre, comment il a financé ce voyage, avec quel budget il part, parce que mine de rien voyager ça coûte de l'argent, et comment il compte le faire jusqu'à sa mort, plus ou moins, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, il nous dira un petit peu où est-ce qu'il est allé ces 2 dernières années depuis qu'il a changé de vie. Et puis, il nous dira un petit peu quels sont ses plans pour les prochaines années à venir. Donc voilà, on y va tout de suite pour l'interview avec Thierry. Comment vas-tu sur ton île aux Canaries, je crois, c'est ça hein? Tout à fait, là je suis sur Fuerteventura, un petit village qui s'appelle El Cotillo. Je suis donc en train de visiter toutes les îles des Canaries pendant 2 mois à peu près. D'accord. C'est plutôt sympa parce que si je me souviens souvent, en plus au Canaries il fait beau toute l'année, non, c'est ça? C'est exactement ça, ils disent que c'est le meilleur climat du monde, puisque en fait la température est entre 18 et 26 degrés toute l'année, le jour et la nuit. D'accord. Donc il n'y a pas besoin, toi qui es au Vietnam où il fait très chaud, ici il n'y a pas besoin de clim, il n'y a pas besoin de chauffage. Ok, bah c'est bien pour l'énergie en tout cas, l'électricité c'est plutôt une bonne nouvelle. Et comme il y a beaucoup de vent, il y a pas mal d'éoliennes, je pense que ça fait partie peut-être des archipels qui doivent pouvoir être en autosuffisance peut-être. C'est possible. Bon alors on n'est pas là pour parler de la géographie des îles Canaries, mais de toi et de ton parcours. Et j'aimerais que tu me fasses une sorte de résumé un petit peu de ton histoire. Voilà, avant cette grande décision, donc on va y revenir de tout vendre et de partir, et ce qui s'est passé depuis. Donc si tu veux me faire un petit résumé pour qu'on puisse comprendre un petit peu le contexte d'où tu es maintenant. Donc, si on fait avant cette grande décision, j'étais ni plus ni moins qu'un Parisien, jeune cadre dynamique, Okay. qui travaillait beaucoup, et qui adorait le voyage. Depuis l'âge donc de 23 ans, j'en ai 47 maintenant. Je fais 3, 4, 5 voyages par an, entre 10 et 12 semaines par an, et une vraie passion pour le voyage. Et à côté, donc des jobs, j'ai changé beaucoup, mais des jobs dans des multinationales très prenants, plutôt 60-70 heures par semaine. Okay. Et donc ça, c'était ma vie jusqu'à 45 ans. D'accord. Et tu faisais quoi comme job? Quel type d'activité, etc. J'ai tout fait dans le sens où j'ai bossé dans l'administration. J'ai également monté ma start-up en 98-99 du temps d'Internet. J'étais le premier à faire une vente aux enchères par Internet en France. Okay. Après, j'ai bossé dans des grands groupes internationaux comme Accor. J'ai bossé dans l'assurance. Enfin, j'avais des responsabilités. J'étais patron de la com. J'ai également été dans l'informatique. Enfin, j'ai fait beaucoup de jobs que font des cadres supérieurs. Ok, donc tu as fait ça pendant quoi, une vingtaine d'années du coup? 20 ans, exactement 20 ans. D'accord, ok. Mais il faut pas que tu travailles 42 ans et demi ou je sais pas combien exactement, non? À la base? C'est l'un des problèmes, c'est l'une des raisons également de la décision un peu radicale que j'ai prise. C'est que la retraite actuellement, donc pour moi, ça ferait 62 ans. Ok. Et la retraite à taux plein pour toucher un petit peu d'argent, c'est 67 ans. Ok. Et pour aller plus loin et introduire un peu la décision,
qu'on a prise. J'ai un ami médecin qui me disait qu'une personne sur deux à 70 ans ne peut plus voyager pour des raisons médicales. Donc, beaucoup de personnes qui se disent « je ferai ça à la retraite, je ferai ça à la retraite, je ferai ça à la retraite », je me suis dit que ce n'était pas un bon plan. Il fallait mieux le faire avant. Statistiquement, ouais, c'était pas le meilleur plan. Ouais. Et donc, il s'est passé quoi exactement donc, à 45 ans, c'est ça, tu t'es dit que tu allais changer un petit peu de vie. C'était quoi la décision? Comment ça s'est déroulé? La décision donc, a été de tout revendre avec ma femme, ce qu'on avait en France, on a tout vendu. On ne possède vraiment plus rien et de partir sur les routes, donc en mode nomade, et de finir notre vie comme ça. Là, la décision, c'est bien sûr pas une décision à coup de tête, ça a pris 2 ans de préparation, et moi, depuis l'âge de 40 ans, je savais que j'allais faire ça. Je ne savais pas exactement quand, mais je savais que j'allais faire ça. Quand je l'ai annoncé à mes copains, personne n'était surpris, quoi. D'accord, ok, donc ça faisait un petit moment que ça allait dans la tête, ça tournait, t'en discutais, etc. quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, quand tu dis que tu as tout vendu, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on ne possède plus rien que notre sac à dos. Mais qu'est-ce que tu avais du coup avant? Quelles ont été toutes les possessions que tu as vendues? Alors, nous étions un couple un peu particulier parce que bien que mariés, nous vivions chacun dans notre appartement. Ok. Donc, ce qui est toujours étonnant puisque nous ne vivions pas ensemble, alors que maintenant nous sommes 24 heures sur 24 ensemble. Et bon, c'est toujours des changements radicaux, mais ça se passe très bien. Et donc, on a vendu la voiture, l'appartement, on a vraiment tout vendu, on a beaucoup donné. Voilà, et histoire de ne plus rien posséder, pour avoir un capital suffisant pour être capable de tenir 25 ans, 30 ans sur les routes, donc en dépensant très peu, mais en pouvant tenir, j'espère, 25 à 30 ans. D'accord. Donc du coup, au niveau économique, donc tu me dis que tu espères tenir 25 à 30 ans. C'est-à-dire que combien d'argent tu as depuis que tu as tout revendu et qui te permettrait de faire ça? C'est quoi un petit peu au niveau budget? Ben, le budget, donc l'argent, et après je vais parler des dépenses, mais l'argent que nous avons, l'argent qu'il faut pour prendre une décision comme ça, c'est 300 000 euros. D'accord, ok. Donc c'est une somme qui paraît bien sûr énorme, hein, peut-être pour des jeunes, etc., ou qui il y a une vingtaine d'années m'aurait paru énorme. C'est ni plus ni moins qu'un 2 pièces à Paris, hein, Ouais. qu'à 45 ans on avait fini de payer. Mhm. C'est également une somme que, en termes de patrimoine, hein, que 25% des Français, des foyers français possèdent. Ouais. Et ceux qui ont plus de 45 ans, c'est 50%. Donc, je pense D'accord. que toi-même, les auditeurs, en pensant à tes parents, tu te dis, s'ils revendent leur voiture qui vaut 40 000 euros, la maison qui vaut 240 000, tout ça, les quelques économies, ils ont les 300 000 euros. D'accord. Alors, pourquoi 300 000 euros? Parce que ces 300 000 euros, on les place. Grosso modo, ça ramène 10 000 euros par an. Et Ok. il me faut 20 000 euros. J'ai estimé qu'il me fallait 20 000 euros à deux pour vivre. Alors, 20 000 euros, j'ai pris ce que je voyais sur Internet, tous les gens qui font le tour du monde. Ouais. On dit communément qu'il faut 10 000 euros par personne pour faire le tour du monde. Nous, on fait des économies sur les voyages parce qu'on fait que des trips de 6 mois. Dans le sens où après, on revient en France, on repart 6 mois. Donc, on prend beaucoup moins l'avion. Quand on prend un aller-retour à Bangkok, voilà, ça nous coûte 500 euros. On a besoin que de 500 euros pour le voyage. Et souvent, je vois que les dépenses de transport, et notamment d'avion, sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Et nous, par contre, on dépense un peu plus en habitation parce qu'on a plus l'âge et puis on n'a pas envie d'être dans des dortoirs de 12. Donc, on prend plutôt des petites chambres où on est tous les deux ou des petits apparts. De plus, on est en longue durée très souvent. Là, actuellement, à El Cotillo, on a l'appartement pour une vingtaine de jours. Donc, on a des prix et des rabais énormes, quoi. On paye 25, 30 euros un bel appartement avec une grande terrasse. On peut donc se faire à manger nous-mêmes, ce qui nous fait des économies, parce qu'on va au marché et ça ne nous coûte rien. Donc, voilà un peu l'économie du système, c'est de se dire, je dépense 20 000 euros par an, j'ai 10 000 euros qui viennent des intérêts et 10 000 euros que je prends dans mon capital. Donc, l'an prochain, il va me rester 290 000 et après 280, voilà, ça va baisser comme ça. On doit tenir une trentaine d'années, j'espère. D'accord, ok. Et juste pour revenir sur la décision avant qu'on avance un peu, donc il y avait juste cette histoire de tu voulais pas attendre la retraite pour voyager. Il y avait, enfin, j'aimerais juste comprendre un petit peu plus vraiment cette décision parce que c'est vraiment un choix de vie qui est radicalement différent de ce que tu avais avant et plus
essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça. La motivation, c'est que j'avais des jobs dans des entreprises, des très bons jobs, hein, de cadre supérieur, de grands directeurs, qui sont extrêmement prenants. Et si tu te consacres vraiment à l'humain, c'est très 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 dur parce que on est plutôt dans des entreprises ou plutôt des secteurs où les personnes sont assez âgées, ont du mal à prendre le tournant des nouvelles technologies, de prendre le tournant de la nouvelle façon de travailler. Il y a beaucoup de personnes, on parle maintenant du burn-out, mais moi ça fait 10 ans que je le vis, Ouais. que j'ai des collègues, que j'ai des gens sous moi qui font des burn-out, donc tu te sens responsable, tu te dis comment j'ai fait pour pas le venir, pourquoi je leur ai mis tant de stress. Voilà. Les gens qui ont 50 ans, ben, souvent les enfants sont partis, donc ils se mettent un peu plus dans le boulot. À la maison, ça va pas toujours super bien, donc ça craque un peu de tous les côtés. Et vraiment, je voulais pas, enfin, je prenais trop sur moi, et je me dis qu'un jour je vais devenir comme eux. Et donc, enfin, c'est pas ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et bon, voilà, j'ai évoqué un peu les choses que j'ai faites. C'est toujours assez valorisant de bosser dans une multinationale, monter sa start-up, avoir des employés, des choses comme ça. Mais c'est pas une passion. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont menuisiers, ils ont toujours dû faire ça. Il y en a d'autres qui sont cuisiniers, qui ont adoré bosser dans la banque, bosser dans l'hôtellerie, etc. Dans ce que moi j'ai fait dans les bureaux, c'est pas une passion. Tout petit, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Et donc, disons qu'il y a un moment, je me suis dit, je peux pas faire ça. Enfin, je risque de craquer et puis je vais pas m'épanouir. Hein. Donc, je suis parti, je dirais, si je peux me permettre. C'est l'expression un peu au sommet de ma gloire. Je pense que j'ai donné un maximum, j'ai bossé beaucoup, voilà, mais après j'allais être moins bon, donc Ouais. fallait faire autre chose. Ce qui est le cas de beaucoup de personnes hein, qui deviennent après consultants ou qui carrément passent à une autre vie, hein, une autre vie un peu plus radicale, plus à leur compte, tranquille. C'est très stressant le monde du travail à ce niveau. Hein. C'est le fameux up or down. C'est si tu montes pas, ben, tu vas te faire virer. Hein. Ouais. Donc c'est sans arrêt des remises en cause presque journalières, presque quotidiennes. Donc voilà. Donc c'est pour ça je voulais quitter ça. Moi je n'avais peur de craquer. J'ai vu trop de personnes craquer d'ailleurs. Et je voulais pas. Et trop de personnes arrivaient à 60, 65 ans, prendre leur retraite et puis avoir un vide devant eux, Ouais. n'ayant que le boulot. Et sachant plus quoi faire. Comme moi, je savais que je voulais voyager, je me dis il faut le faire plus tôt. D'accord. Voilà la décision très personnelle. Quoi. J'espère que tu peux comprendre cet état d'esprit. Ah ouais, non, mais je comprends entièrement. Et du coup, qu'est-ce qui, au niveau de ta femme, donc, du coup, qui s'appelle Laurence, c'est ça? Exactement. Elle avait le même raisonnement ou comment ça s'est passé au niveau du couple pour arriver à cette décision? Exactement le même. Il y a 5 ans, elle est enseignante. Elle était enseignante et il y a 5 ans, elle a un peu ras-le-bol. Donc, elle a fait une année un peu sabbatique où elle a repris des cours aux Beaux-Arts, etc. Mais voilà, ça fait après 25 ans d'enseignement, ben, c'est de plus en plus dur, se remettre en cause sans arrêt. Les enfants, les étudiants, sont de plus en plus durs. On a du mal à les comprendre. Les parents sont contre les enseignants. Donc, voilà. Donc, elle commençait à un peu en avoir ras-le-bol quand elle a pris sa décision, qu'elle a dit qu'elle quittait l'éducation nationale. Tous ses collègues lui disaient mais c'est le rêve que je voudrais faire quoi. Tout le monde en a ras-le-bol pour tenir 25-30 ans dans ces conditions, c'est pas possible. Ouais. Donc elle aussi elle était un peu sur le même trip, mais c'était au départ peut-être faire autre chose. Hein. On peut avoir plusieurs boulots, on peut faire des choses complètement différentes, plusieurs vies. Et là, ce qu'on a pris était beaucoup plus radical, c'était carrément de faire le grand saut, parce que nous, il n'y a pas vraiment de retour en arrière maintenant. Hein. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on l'a fait, on s'est dit on ne peut plus aller retravailler, pas dans les conditions dans lesquelles on fait. Quoi. Les quelques contacts qu'on a encore avec nos collègues, on a l'impression, on se dit mais c'était notre vie d'avant ça, mais on était complètement fous. Quoi. Sur la retraite, du coup, vous allez toucher une retraite ou pas du tout? Comment ça va se passer au niveau administratif? Le problème, c'est pas trop la retraite, le problème, c'est la Sécu. Donc la retraite, on va la toucher quand on aura, moi, 62 ans et elle, en tant qu'enseignante, 57 ans.
mais au prorata de ce qu'on aura cotisé. Donc, on a regardé, il y a des sites, voilà, ça va faire du 400 ou 500 euros par mois. D'accord. Alors que si on avait continué, on toucherait 2, 3, 4, 5 fois ça, parce que c'est vraiment extrêmement dégressif maintenant. Ouais. Quand il te manque quelques années, c'est pas, par exemple, tu dois bosser 40 ans, si te manque une année, c'est pas 1/40e en moins, c'est plutôt 5/40e, tu vois. C'est fait exprès pour que tu ailles jusqu'au bout. Ouais, d'accord. Donc, ça se continue comme ça. Donc, nous, on aura bossé, moi, je crois, 22 ans, elle, 25 ans. Donc, c'est pas la moitié d'une retraite qu'on aura, c'est moins d'un quart. D'accord. Bon, après, j'espère qu'avec nos économies dont je t'ai parlé tout à l'heure, on va tenir. Et puis ça nous mettra, j'ai presque envie de dire, du beurre dans les épinards. Non, le problème, c'est la Sécu. Parce que quand tu n'es plus en France ou quand tu bosses pas, bah, tu n'as pas de Sécu. Alors là, on est encore sur un régime, les enseignants ont le droit à 3 ans de Sécu une fois qu'ils ont démissionné, donc on est sur sa Sécu. Après, il faudra prendre une Sécu privée, donc je me suis un peu renseigné. C'est pas très compliqué. Une Sécu soit à Singapour, soit tout simplement à Londres, hein, des choses très faciles. Un peu particulière pour les Français, c'est une Sécu où tu payes et tu n'es remboursé qu'au-dessus de 1 000 euros. Ça veut dire que tu vas voir ton médecin pour 30 euros, il ne te rembourse pas. D'accord. Tu te casses la jambe pour 5 000 euros, il te rembourse les 5 000 euros. D'accord. Sinon, c'est trop cher, quoi. Voilà, donc l'intérêt, nous, c'est si on a un cancer, si on a vraiment un truc grave, de pouvoir être pris en charge. Donc, ces sécu-là marchent pour ça. Par contre, c'est vrai que si on va chez le dermato, si on a un petit bobo, si on a un truc, là, on n'est pas remboursé. Voilà, mais c'est pas grave, c'était partie des... Après, il y a des pays où la santé coûte vraiment pas cher. Je prends l'exemple ici au Vietnam, je vais chez le dentiste, ça me coûte 11 euros. Je vais chez le dermato, ça me coûte 5 euros. Enfin, je veux dire, il y a des pays où vraiment le coût de la santé est beaucoup moins cher pour une qualité des soins, en tout cas pour les services de base qui sont équivalents, quoi. Ouais, c'est exactement. Mais les services de base, c'est pas ce qui nous fait peur. Ce qui nous fait peur, c'est vraiment le gros, voilà, d'avoir un cancer, d'avoir vraiment un truc très grave. Hein. Ouais. Et là, on passe dans une autre étape. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de tester un peu en Birmanie aussi. On avait été étonnés. Je crois qu'on a eu pour 5 euros avec les médicaments. Donc, Ouais. c'était pas en consultation. Ouais, non, c'est assez dingue quand tu vois les prix ici. Enfin, et surtout enfin, j'ai pris un rendez-vous chez le dermato en 2 jours si tu veux ici. Alors qu'en France c'est 3 mois. Alors c'est vrai que c'est assez agréable. Et du coup, ça fait 2 ans que vous avez franchi ce pas là de tout revendre et de partir, c'est ça, hein? Ça fait 2 ans, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans? Où est-ce que vous êtes allé? Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qu'on a fait, on est parti 6 mois en Asie du Sud-Est, donc les trucs, les voyages classiques, Laos, Thaïlande, Indonésie, Birmanie, Cambodge, et un petit peu le Vietnam, voilà. Donc vraiment des pays que je connais très bien, que j'ai visité plusieurs fois. C'était un peu pour se reposer. C'est des pays reposants pour moi. Sauf qu'on était encore dans le rythme du boulot, etc. Donc on n'en a pas bien profité. Ok. Faut une année pour se remettre dans un rythme un peu différent. Voilà. Donc on a un peu couru, on s'est demandé pourquoi par moment. Enfin, donc à un moment, on s'est posé un mois à Bali à faire que du yoga et à visiter les rizières sans bouger, sans prendre de transport. Enfin voilà, je sais pas pourquoi, on est parti un peu comme si fallait qu'on voit tout en quelques jours. Enfin voilà. Ouais. Après. Donc nous, l'idée, c'est de partir 6 mois, de revenir en France quelques semaines pour voir la famille, les copains, pour pas perdre de contact. Hein. Tous nos copains, quand on est loin, comme ça, on peut les perdre. Mais bon, ils nous suivent, voire certains vont venir nous voir d'ailleurs dans quelques jours, donc c'est très bien. Et donc on revient, et après on est reparti. On se retrouve au mois de juillet, donc on a fait de la Finlande à la Grèce. Comme ça nous permet d'avoir 25 degrés tout le temps, puisqu'en Finlande, il faisait 25 degrés au mois de juillet. On est descendu les Pays-Baltes, on est descendu toute la Pologne, qui est magnifique d'ailleurs, au mois d'août, septembre. Et puis après, on a fini en Grèce, octobre, novembre, décembre. Il faisait encore 20-25 degrés, donc c'était parfait. On est rentré à Noël, puisqu'on n'avait pas été à Noël précédent, donc on s'est dit, on a fait la surprise de rentrer pour Noël. Et là, on voulait partir au Nicaragua, Colombie, 2 pays que je ne connais pas. Mm-hmm. Et on s'est dit, on veut apprendre l'espagnol, parce qu'on est anglophone et germanophone, mais pas du tout. On ne parle pas du tout espagnol. Donc, j'ai regardé pour prendre des cours au Nicaragua et je trouvais ça extrêmement cher. Et donc, je me suis un peu renseigné, mais c'est vrai que c'est beaucoup des Américains qui viennent prendre les cours. Ils ont un peu plus de moyens que moi. Donc, j'ai trouvé des cours beaucoup moins chers en Espagne.
D'accord. Donc on est parti à Malaga, on a pris le train, on est descendu jusqu'à Malaga depuis Paris, tranquille, en faisant plein de stops. Malaga, on a pris 5 semaines de cours d'espagnol qui nous permettent d'avoir un niveau basique. Hein. Franchement, je ne savais pas que ça allait être aussi facile. Moi qui suis extrêmement pas doué pour les langues, c'est vrai que c'est une langue quand même qui nous ressemble, la moitié des mots sont en commun, donc c'était extrêmement agréable de pouvoir avoir des conversations dès la première semaine. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et on s'est dit, j'ai cherché les billets pour le Nicaragua, Colombie, on voulait passer par Cuba aussi, qu'on connaît, on s'est dit que c'était peut-être le moment de passer. Et les billets, je sais pas, tout coûtait trop cher, ça me plaisait pas. Et tous ces pays, il faut avoir des billets de sortie quand tu arrives pour y rentrer. Tu sais, avoir ton billet pour sortir, ça me plaisait pas. Enfin, donc, on dit, on reste en Espagne. Okay. Donc, voilà, on s'est promené un peu en Andalousie. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, les îles Canaries, pourquoi pas. Donc voilà, on a pris un petit avion low cost, on arrive aux îles Canaries, ça nous a plu, on dit, bon, on va tout visiter, toutes les îles Canaries. Donc ça surprend tous les Espagnols quand on les rencontre, parce que même dans les îles Canaries, eux ne connaissent pas toutes les îles des Canaries, puis nous, il nous en manque plus qu'une. Ouais. Et là, on va revenir sur Madrid, c'est le vol le moins cher. Et en regardant un peu sur Internet, on s'est dit qu'on allait se promener dans une région qui est très très peu connue, qui s'appelle l'Extramadour, qui est au-dessus de l'Andalousie, à la frontière du Portugal, qui est ils l'appellent ici la Grande Oubliée ou la Grande Inconnue. C'est la région la plus pauvre et l'une des plus jolies d'Espagne, sauf qu'il n'y a pas la mer. Donc il y a très très peu de touristes. Donc on va se poser une quinzaine de jours là. Et puis on va remonter tranquillement après en France. On aura fait nos 5 mois pour passer le mois d'août en famille. D'accord. Voilà, le petit programme plutôt sympa. D'accord. Et une question qui me revient à l'esprit que je n'ai pas demandé, vous avez des enfants ou pas d'enfants? Non, on n'a pas d'enfants. C'est ce qui a facilité quand même beaucoup la décision. D'accord. Même si, vu l'âge qu'on a, ils peuvent être assez âgés. Ouais. On aurait quand même déjà une vingtaine d'années, donc ça serait pas un problème. Mais c'est vrai que nous, on ne voyage pas avec les enfants. D'accord. Je trouve très courageux qui font ça et ça se passe souvent super bien et ça doit être une super expérience pour leurs enfants. Pour la suite du voyage, du coup, vous savez ce que vous allez faire dans les années à venir. Où il n'y a pas forcément de plan trop en avance. En fait, ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on a tellement envie de faire plein de choses qu'on a des plans. Tu vois, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais on sait ce qu'on va faire au mois de septembre. Là, on a décidé, Laurence va avoir 50 ans, on va décider de le passer en Australie. Donc, au mois de septembre, on va partir en Australie et Nouvelle-Zélande pour 6-7 mois, enfin les temps des visas, je crois qu'on a le droit de 3 mois. Mais on va s'arrêter en y allant, on va s'arrêter à Bali, parce qu'on adore, à Ubud, faire du yoga et se promener dans les rizières sans rien faire. Okay. On s'arrête un mois à Ubud, à Bali, pendant un mois, et puis au retour, pareil. Donc on va partir 8 mois, je pense, donc de septembre à, avril. L'idée étant de parcourir l'Australie et la Nouvelle-Zélande en van, hein, comme tout le monde le fait. Voilà, parce qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est des pays, par contre, qu'on avait un peu écartés parce que beaucoup trop cher pour notre budget. Mais on s'est dit que si on ne les fait pas pour les 50 ans, on ne les fera jamais. Donc, on va voir comment on va gérer tout ça. Mais c'est vrai que je suis en train de regarder un petit peu. Je demande quelques conseils à droite, à gauche. Les prix sont délirants, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Et pour finir, par rapport à ta question, parce que je disais qu'au début, on a eu du mal à trouver un rythme. Hein. Je veux dire, on était un peu encore impulsif. On voulait tout voir, etc. Maintenant, on prend plus de notre temps. On profite vraiment des journées. Et par contre, on vit que pour nous. Et donc, l'idée après, ça sera de faire de l'humanitaire. Donc, on s'est déjà pas mal renseigné aussi. Et c'est vrai que d'avoir un couple à peu près bien formé, dont l'un était enseignant, qui est prêt à partir 6 mois quelque part, ça intéresse beaucoup. Mm-hmm. Donc, on va sûrement faire, en 2018, à notre tour Australie-Nouvelle-Zélande, on va essayer de faire de l'humanitaire, pour essayer d'être utile à quelque chose aussi. Ouais. Et quelles ont été les réactions de vos proches, amis, famille, etc., justement, quand vous avez dit, OK, on va changer de style de vie, de mode de vie, et on va pas attendre la retraite et on va partir tout de suite. Quelles ont été un petit peu les réactions autour de vous?
Alors autour de nous, donc bon, les copains, ils s'y attendaient, ils savaient qu'un jour je prendrais la décision. Et comme souvent, on a à peu près des copains c'est des copains de fac, voilà, qui ont à peu près les mêmes modes de vie que nous à Paris. Eux, ils envisagent de le faire, soit dès que leurs enfants sont grands, etc. Voilà, de lâcher prise un peu et de pas bosser jusqu'à 70 ans comme des forcenés. Donc, pour les copains, ça a été la famille, un peu surprise, mais en fait, finalement assez valorisant, puisque de dire mon fils, ou de dire mon frère, ou de dire mon cousin, il fait le tour du monde, il a arrêté de bosser, etc. Alors qu'avant de dire il bosse dans une multinationale, tout le monde s'en fout. Donc, plutôt valorisant. Et les collègues de boulot, alors complètement surpris, puisqu'ils ne nous voient que comme des cadres supérieurs en train de bosser de 7 heures du matin à 22 heures. Donc là, KO, et ne le croyant pas. C'est-à-dire que même un an après, certains me disaient, mais quand est-ce que tu reviens? Tu ne peux pas ne pas travailler. Et ça a été un peu pareil pour Laurence d'ailleurs, qui adorait son métier d'enseignant. Et certains me disaient, mais tu vas revenir, ça te manque. Ben, voilà, je leur lance un appel, ça ne nous manque pas du tout. J'imagine. Et quand vous dites ça à des personnes que vous rencontrez, par exemple, en voyage, ou vraiment des inconnus et que vous leur expliquez ce mode de vie du coup que vous avez, là les réactions elles sont à quel niveau? Alors, en fait, au début, on aimait bien en parler, et puis en fait, ça nous met tout de suite dans une case. Puis Ok. ça fait un peu compétition, il y a tellement de compétition. Moi, j'ai quitté beaucoup le boulot et cet univers-là pour éviter de la compétition, et on la retrouve beaucoup dans le voyage, hein, celui qui voyage le moins cher, le plus loin, qui a vu le plus de pays, etc. Je veux plus de tout ça, moi. Donc, en fait, on le raconte que à des gens avec qui vraiment, voilà, on a vraiment sympathisé, qu'on croise sur la route et qui font voilà, 15 jours avec nous. Ceux que l'on croise 2-3 jours dans un restaurant, 2-3 jours parce qu'ils sont dans le même hôtel que nous, etc. On raconte pas, on dit qu'on est en vacances, voilà, qu'on a un peu de temps, qu'on visite les Canaries par exemple là, pour 2 mois. Et puis on veut pas que les gens nous mettent tout de suite dans une case en se disant ils doivent avoir du fric, ils sont ceci, cela, je sais pas. D'accord. Donc on raconte très très peu en fait finalement. Et à ceux à qui on le dit, elles sont tous surpris d'ailleurs, ne connaissent personne qui a fait ça. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui font ça, mais qui doivent travailler, hein, qui prennent ces décisions plus tôt que nous, mais qui doivent un peu travailler, parce qu'ils n'ont pas, voilà, mais qui quittent et qui vivent donc en vendant tout et qui vivent, je dirais, beaucoup plus chichement que ce qu'on vivait. On avait vraiment une très très belle vie à Paris, les grands restos, l'appart énorme, etc. Et donc, de retourner à un peu plus de sobriété, voilà, ça fait peur et personne. Je ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait la même chose que nous. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir des exemples de personnes qui l'ont fait depuis plusieurs années, parce que je pense qu'on doit passer par plusieurs étapes. Ouais. Voilà, nous, on a eu l'étape un peu, on a foncé. Après, là, on a l'étape un peu cool. Maintenant, on a l'étape où on veut se rendre utile. Puis voilà, on va voir ce qui va se passer après. Ouais, et tu penses du coup en retravailler un jour, que ce soit Ah non, non mais non. ça peut être dans une autre un autre type d'entreprise, autre type de branche, autre type de métier. Ce que je fais, le peu que je fais, c'est d'aider des gens D'accord. gratuitement. Par Ok. rapport à l'expérience que j'ai, voilà, j'aide des personnes ou je fais un peu de coaching de personnes qui sont en train de perdre pied. Mais c'est tout ce que je fais, mais gratuitement. Je n'ai pas envie d'avoir une relation avec l'argent. J'ai pas envie d'avoir de responsabilité. J'ai eu beaucoup de responsabilités. Quand on a sa propre boîte, qu'on a des employés, qu'on n'est pas sûr de payer à la fin du mois les salaires, etc. Enfin, Ouais. ça mine. Et je ne veux plus de responsabilité, mais dans le sens où je ne veux plus être propriétaire, par exemple. Ouais. Je ne veux pas avoir une voiture, je ne veux pas avoir un truc. Moi, je me lève tous les matins, je n'ai rien à penser, je n'ai pas un truc à payer. J'ai zéro facture, hein. Non, mais j'ai zéro facture, j'ai plus aucun frais fixe. Donc, j'ai plus à penser que telle personne, il y a ceci qui va pas bien, de penser à réussir tel projet, de penser à payer mon loyer, de penser à essayer d'acheter. Je ne pense plus à rien, je ne veux plus de responsabilité. Donc, tout ce que je fais, c'est de façon bénévole, vraiment pour aider des personnes que je connais, qui en ont besoin, d'apporter un peu d'expérience. Mais je veux plus. Actuellement, je suis dans cette période, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça changera. Je ne veux plus de responsabilité, ça mine trop. D'accord, je comprends. Et moi, je suis un peu pareil que toi, tu vois. Enfin, c'est vrai que d'être propriétaire de choses, d'avoir plein d'objets, etc. C'est vrai que c'est quelque chose
qui du coup est toujours présent en toi, quelque chose auquel tu penses tout le temps. Et c'est vrai que quand tu me dis que le matin que tu te lèves et que tu t'as pas de soucis si tu veux, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est un poids que tu n'as pas et tu te sens vraiment léger dans ta tête quand tu n'as pas toutes ces obligations et toutes ces responsabilités derrière toi. Parce que moi aussi, j'ai une boîte, quand j'étais sur Paris, des employés à payer, etc. Et c'est vrai que bah, tu te lèves le matin, tu te dis, ah, putain, faut que je fasse ça, il faut que je fasse plus de ventes, il faut que je fasse. Enfin, t'as plein de trucs dans la tête. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis ces 2-3 dernières années, c'est vraiment d'éliminer toutes les obligations et les responsabilités pour être beaucoup plus léger. Et c'est vrai que toi, tu l'as pris encore à un autre niveau, quoi, encore plus élevé. Non, non, mais voilà, donc c'est exactement mon état d'esprit. Et par rapport au matériel, finalement, ça a été extrêmement facile, y compris pour ma femme, de se débarrasser de tout. Et c'est là qu'on remarque tout ce qu'on peut avoir. C'est un truc de fou, quoi. 20 chemises, 10 costumes, enfin, des trucs, mais inutiles. Euh, Et là, sur les 2 ans, on s'est acheté une paire de chaussures, 2 shorts, je crois, et deux t-shirts. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà, on fait notre petite lessive, comme tous ceux qui voyagent comme nous, tranquille. On n'a pas besoin de tout ça, et finalement, le matériel a été assez facile. Pas mal de gens, ça leur faisait peur, ça leur fait peur, mais très très facile de se détacher en fait du matériel. Et en fait, la seule chose un peu importante qu'on a, c'est notre passeport. Et ouais. encore, c'est très facile de le faire, hein, donc, quand on est français. Donc, on n'a rien d'important. Là, on nous volerait nos affaires, on s'en fout, quoi. Ouais. Voilà, moi, on a une tablette, on a quelques t-shirts, quelques shorts. Enfin, on n'a strictement plus rien de précieux, rien et ça, c'est intéressant aussi un peu, hein. C'est un peu à la mode aussi, hein, la sobriété heureuse, des choses comme ça. C'est un peu à la mode. Ouais. Mais je trouve que c'est une bonne mode. Ça fait du bien. On est quand même dans une société d'accumulation, une société de compétition, hein, dès les enfants, hein. Ça commence, tout ça. Et donc, de sortir de ça, ça vide bien la tête. Et puis, enfin, nous, on y a trouvé vraiment notre équilibre, en tout cas. Ouais. Ah non, mais je te comprends. Et c'est vrai que moi, ça fait 3 ans que je vis avec un sac à dos. Et c'est vrai que c'est un plaisir immense juste de pas avoir besoin toujours d'acheter des trucs, de posséder plein de trucs que tu n'utilises pas. Enfin, tu prends juste l'essentiel, ce que tu as besoin, et puis ça te suffit, quoi. Et quand j'explique ça aux gens, par exemple, je vais au Vietnam et je dis aux personnes, oui, ça fait 3 ans que je vis avec un sac à dos. Là, depuis 6 mois, j'ai acheté, bah, comme toi, je me suis acheté 2 caleçons, 2 chemises et je sais pas, enfin, tu vois, enfin. Et les gens n'en reviennent pas, quoi. Mais ça peut être simple, ça peut vraiment être beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Je pense. En tout Ouais. cas, c'est plus simple qu'on l'aurait cru. Ouais. Donc vous vivez avec pas grand-chose, vous dépensez pas énormément d'argent. Vous voyagez, du coup, vous voyagez plutôt lentement. Donc vos journées, ça ressemble à quoi plutôt tranquille. Enfin, qu'est-ce que vous faites de vos journées, du coup? Alors, on adore visiter, hein. Ça veut dire que c'est pas. Donc, on a dû tout revendre parce que sinon, on n'avait pas assez d'argent pour faire ce qu'on fait, hein. Si on avait eu beaucoup plus d'argent, on aurait gardé un pied-à-terre à Paris, etc. Enfin, donc, on a dû tout revendre. On est à l'étranger, pas parce qu'on n'aime pas la France, c'est parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher, hein. Quand on est à Bali, quand on a dépensé 20 euros par jour, tout compris, c'est qu'on a fait des folies. Ouais, Donc, l'Espagne, c'est un peu plus cher, mais c'est extrêmement honnête, hein. Même quand on a pris le train ici, on payait 15 euros un billet, qu'on paye 50, 60 euros en France. On dépense, c'est vrai, beaucoup, beaucoup moins. Une journée, donc ça veut dire qu'on visite, hein. On veut voir des choses, rencontrer des gens. Donc, c'est souvent en ce moment, on va dire aux Canaries, et puis depuis l'Espagne, le matin sport, l'après-midi visite, qui peut être une plage, une crique, prendre un vélo, faire une marche de 3 heures, enfin voilà, comme on a fait hier. Mais donc, en ce moment, donc on a toute notre matinée à nous. mhm. Voilà, et ça, c'est assez agréable aussi de se lever. Enfin, moi, voilà, je me levais, il était plutôt 5h30, 6h du matin, j'étais au boulot à 7h. Là, de se réveiller quand on veut, alors on doit se réveiller, et surtout d'être pas obligé de se lever tout de suite. Voilà, on prend un bouquin, on discute, on regarde des nouvelles sur la tablette, voilà. On a le temps, on prend notre temps. Donc, on a vraiment là pour l'instant des matinées tranquilles. C'est un peu aux Canaries, on a le temps, hein, puisque c'est que ça se visite assez vite, hein. 15 jours sur une île, les gens font 3-4 jours. Ouais. Donc, on prend notre temps, donc voilà, la matinée, puis l'après-midi, une visite. Demain, on va aller visiter une petite île. Hier, on a fait une grande marche, à 3-4 heures, dans les petites montagnes qui sont juste en face de chez nous. On passe une après-midi à la plage. Voilà, des choses simples, tranquilles. D'accord. C'est cool. Bon, ce que tu décris, ça ressemble un petit peu au rêve qu'ont beaucoup de personnes.
Et est-ce qu'il y a des gens qui disent, mais tu vis une vie de rêve, ou des gens qui sont peut-être pas jaloux, mais qui se disent, tu vis une vie de rêve, comment tu fais, ou enfin, il y a pas des interrogations comme ça de la part de certaines personnes? Pas vraiment, parce Non? que je connais beaucoup de personnes qui, ça leur plairait pas de faire ça. Ils ont besoin d'avoir leur chez eux, d'avoir leurs parents à côté, d'avoir leurs amis, donc ça leur plairait pas Ouais, ces aspects-là. Donc il y en a plein, c'est voilà, le vrai truc qui fait rêver tout le monde, c'est de plus travailler, ouais. d'avoir arrêté de travailler à 45 ans. Mhm. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on voit bien que les gens donc, font des boulots qui les passionnent pas. Donc ça fait, mais d'après d'entreprendre ce que l'on fait, pas trop. Voilà, de faire ça 15 jours, très bien. Il y a plein qui partent en vacances, ils sont contents de rentrer chez eux. Mhm. Donc non, non, c'est pas, j'ai pas, enfin, après, je rencontre peut-être pas les bonnes personnes, hein, mais après, bah, évidemment, parmi les voyageurs ou parmi des gens qui sont un peu à l'arrache ou voilà, moi je trouve que je suis beaucoup de monde là qui sont, c'est quand même génial Internet pour ça, de voir des gens qui font le tour du monde, qui ont voilà, on va dire entre 22 et 26 ans pendant 1 an ou 2 ans. Voilà, je suis assez admiratif. Hein, moi, je n'avais jamais fait ça. Et ben, ils le font peut-être un peu à l'arrache, à la fois en allant assez vite parce qu'ils veulent voir beaucoup de choses, et puis en n'ayant pas non plus des moyens énormes. Donc c'est vrai que bon, les dortoirs, plus les bus de nuit, plus tout ça. Ouais, Voilà, donc ils doivent se dire, ça doit être sympa, ça doit être plus sympa si j'avais un peu plus d'argent sur mon compte et de le faire un peu plus tranquille, de le faire peut-être dans des conditions un peu mieux. Mais ouais. voilà, je pense que c'est tout. C'est tout. Mais bon, ils ont raison de le faire en tout cas. Ouais, ouais, il faut le faire, surtout quand tu es jeune, il faut essayer de pas. Enfin, c'est un peu mon message principal, c'est que je conseille aux gens de voyager, bon, à tout âge bien sûr, mais surtout quand tu es jeune, parce que c'est là que tu n'as pas de responsabilité, pas d'obligation, et que tu peux justement te permettre de dormir dans des dortoirs pourris, de prendre des bus pourris. Le confort n'est pas très important quand tu as 20 ans, 25 ans, et c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible. Pour découvrir ça, je pense que c'est presque Avec un tout indispensable. petit, avec un tout petit bémol que je vois Ouais, de plus en plus, c'est qu'il y a tellement de gens qui le font. Voilà, moi je suis allé à Bali en 95, hein, donc la première fois, ben, tu prends ton avion, tu n'as pas d'internet, rien du tout, tu envoies une carte postale qui va revenir, qui va arriver une fois que tu es revenu, de toute façon, qui va revenir 2, 3 mois après, tu seras déjà revenu, tu donnes aucune nouvelle, quand tu reviens, tu peux raconter ton voyage. ouais, Maintenant, on peut plus, puisque chacun, moi le premier, on met des choses sur Facebook, on fait des blogs, etc. Mais donc, du coup, les gens ont envie d'être lus, donc font une compétition. C'est ok. à celui qui le fait en stop, c'est à celui qui le fait le plus rapidement, celui qui a vu le plus de pays, etc. Je trouve que, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, j'en voyais beaucoup moins. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une compétition. Ouais. Faut essayer il ne peut pas y avoir un titre sans qu'il y ait hors des sentiers battus. C'est extraordinaire. J'ai fait le Birmanie hors des sentiers battus. C'est impossible, puisque hors des sentiers battus, c'est la guerre, tu n'as pas le droit d'y aller. Donc tu fais comme tout le monde, le Mandalay, le lac Inle, je connais très bien la Birmanie. Hein. Voilà, etc. Et donc la personne te dit, mais pourquoi tu as mis ça dans ton titre hors des sentiers battus au lac Inle, alors qu'en fait, il y a quand même 2 millions de visiteurs par an. Ben oui, parce que sinon, ben, je serais pas. Voilà, tu comprends, vis-à-vis des gens à Paris, ben, au moins j'ai l'impression, tu au fin fond de la Birmanie, d'être un héros, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que j'aurais eu ce même travers si j'avais 20 ans de moins. Oui, non, c'est sûr qu'il y a une course au sensationnalisme, comment on dit ça? Sensationnalisme. Et voilà, on veut montrer qu'on fait des choses. Enfin, maintenant, c'est Internet, c'est beaucoup. On veut montrer, montrer, montrer. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu dommage. Il y a une course. C'est-à-dire qu'ils ont oublié un peu le voyage, ils ont oublié un peu l'intérêt Parfois. du voyage. Et certains, je lui ai dit, des personnes ont fait des trucs, et je leur ai dit, mais si tu n'avais pas à le raconter sur Facebook, est-ce que tu aurais fait la même chose? Et Ouais. il y a une fille qui m'a dit, je crois que tu as raison, tu viens de m'ouvrir les yeux. C'est vrai que je le fais pour avoir à raconter ça sur Facebook. Ouais. C'est un phénomène, un phénomène de C'est société. normal, Hein. hein? Et dans 10 ans, ce sera un autre phénomène. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, une question, est-ce que tu ne regrettes pas de ne pas être parti plus tôt? Parce que tu dis que du coup, tu es parti à 45 ans. Mais est-ce que tu penses maintenant que tu aurais pu le faire plus tôt ou tu aurais aimé le faire plus tôt? Non, parce que j'avais pas l'argent. Ok. Je le fais dans de bonnes conditions. Non, je le fais, non, mais je réponds assez honnêtement, hein, je le fais dans de bonnes conditions. Mhm. Voilà. Puis le boulot que je faisais me passionnait. Je savais juste que je ne pourrais pas le faire encore 20 ans, mais tout ce que j'ai fait me passionnait vraiment. Donc voilà, après, on arrive à un moment où on se dit que
Tu sais, on parle des fois, c'est l'année de trop ou et des choses comme ça pour des joueurs de rugby, des joueurs de foot. Ils ont fait l'année de trop, ils auraient peut-être dû partir au moment où ils étaient vraiment bons. Ils ont fait une année où ils sont devenus un peu mauvais. Ben, j'ai eu cette impression, moi, que je pourrais plus rien donner autant que j'ai donné, donc j'ai arrêté. D'accord. Plutôt non. Quel conseil tu pourrais donner justement à quelqu'un, on va dire, qui est dans la vie active, je sais pas, trentaine, quarantaine, cinquantaine, et qui veut justement ne pas attendre la retraite et faire un petit peu comme toi, peut-être quitter son travail et vraiment aller partir voyager, que ce soit quelques années ou bien tout jusqu'à la fin de tes jours, comme tu l'as expliqué. Quel conseil tu donnerais un petit peu pour arriver à franchir ce pas de quitter sa vie et pour avoir une autre vie, en tout cas, ou temporairement avoir une autre vie? Très honnêtement, il n'y a pas de conseil à donner. Les gens qui veulent le faire maintenant peuvent le faire. Et il y en a de Ouais. plus en plus. Puisque c'est quand même plus facile de travailler à l'étranger. Quand on voit, là je suis en train de m'intéresser un peu à l'Australie, puisqu'on va y aller, le nombre de Français qui sont là-bas, qui travaillent à la fois, qui font des petits jobs, les fameux PVT, là, qui ramassent des pommes de terre, qui s'occupent des kiwis, des choses comme ça, mais également des gens qui ont monté leur boîte. Ouais. Enfin, je pense qu'on peut maintenant bosser un peu partout, quasiment, voilà, les gens un peu éduqués parlent tous très bien anglais. Je suis assez étonné, moi, tous les jeunes, je les vois parler anglais très très bien. Enfin, moi, je n'avais pas ce niveau-là, en tout cas, pas notre génération. Donc, je pense que il y a pas de conseil. Les gens qui veulent le faire peuvent le faire et c'est quand même plus simple. Puis après, on peut revenir en arrière. Je crois. On a toujours l'impression. J'ai donné un exemple. Quand j'ai quitté ma première boîte, mes parents étaient affolés parce que eux avaient travaillé que dans une seule boîte. Ouais. Donc du coup, j'avais donné ma démission, mais ils en avaient les larmes aux yeux, mais j'étais fou, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, maintenant, ça fait rire tout le monde. On sait, quelqu'un qui a 25-30 ans sait qu'il va faire plusieurs boîtes, qu'il va sûrement faire plusieurs métiers, qu'il va se retrouver une fois dans sa vie au chômage. S'il reste en Europe, c'est obligé, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus assez de boulot pour tout le monde, donc à un moment, il y aura des coups durs, etc. etc. Donc on le sait et c'est presque absorbé. Donc voilà. Donc maintenant, je pense qu'il faut, quand on sent le truc, il faut le faire et puis on peut revenir après, avoir une autre vie. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Je suivais, qui était parti 5-6 ans, une personne, puis à un moment, il se dit, il avait envie de fonder une famille. Mhm. Donc il est revenu avec sa copine en France et puis ils vont avoir des enfants et puis ils vont essayer de trouver du boulot. Voilà, parce que c'est cette étape-là est finie d'avoir baroudé autour du monde. Ouais. Est-ce que, parce qu'on va aller vers la fin de l'interview, je voulais savoir si tu avais d'autres points que tu souhaitais aborder, des questions que je t'ai pas posées ou des trucs qui te semblent importants sur son changement de vie, sur les voyages, sur, je sais pas, un truc qui te tiendrait à cœur ou que tu sembles important de communiquer à toutes les personnes qui vont écouter le podcast. Alors, je ne sais pas si c'est très important ou c'est ce qui m'amuse. Ce qui m'amuse en ce moment, c'est parce que j'ai eu une anecdote quand on était au Laos. On se retrouve à une gare routière et donc il y avait plein de Laotiens et un seul occidental. C'est un peu comme toi au Vietnam. Quand on se promène, on se reconnaît entre occidentaux. On n'est pas tout à fait fait comme eux. En plus, celui-là, il faisait 2 mètres. On repérait de loin. Donc, quand on est comme ça, avec peu de monde, on se rapproche et on discute un peu. Ouais. C'était un anglais fort sympathique. On discute et puis il me dit je pars à Savannakhet. Je lui dis tiens, justement, j'en viens moi. Et je lui dis tiens, mais j'ai un restaurant que j'ai bien aimé là-bas. Il me fait non, je te coupe tout de suite. Moi, je regarde ça sur TripAdvisor. Ok. Alors, je suis resté un peu KO et puis je me suis dit mais il a raison. Pourquoi prendre l'avis d'un mec qu'il n'a jamais rencontré, il ne connaît pas mes goûts, alors que sur TripAdvisor, il va avoir 20, 30 ou 40 000 avis de la terre entière, etc. Et ça m'a rappelé ces moments qui étaient, tu sais, c'est ma petite séance nostalgie quand on voyageait, j'ai presque jusqu'en 2002-2003, Ouais. où en fait on n'avait pas d'internet, il y avait très peu de guides papier, et donc en fait dès qu'on arrivait dans un endroit, dans une gare routière, on regardait les autres occidentaux, puis on disait où est-ce qu'on peut dormir ici, comment on fait, quand partent les bus, etc. Il fallait se renseigner. On ne pouvait pas réserver, on ne réservait rien à l'avance. Mhm. Alors que maintenant, dès qu'on arrive dans une ville, tous les bons trucs sont réservés 3 ou 6 mois à l'avance, avec Booking, avec tous les outils faciles. Donc il y avait une autre façon de voyager que je trouvais fort sympathique et on rencontrait beaucoup plus de personnes finalement. Ouais. Et il est vrai que de temps en temps, dans certaines auberges de jeunesse, dans certains hôtels, un peu, voilà, ça discute un petit peu, mais souvent tout le monde est un peu derrière son micro, son iPhone. Il n'y a plus ces rencontres, je trouvais, ces grandes tablées qu'on faisait parce que seuls les Occidentaux pouvaient se payer le restaurant et qui coûtait $2. Quoi. Donc ça m'a beaucoup marqué, ce truc-là. Quelqu'un, il dit, je m'en fous de ton avis. Quoi. Ouais, Je me suis dit, il a raison.
On a changé d'époque. Alors qu'avant, on n'avait pas le choix, on ne savait pas où on allait autrement. Ouais. Il fallait demander à quelqu'un où est-ce qu'est le bus, et à quelle heure il part, où est-ce qu'on peut dormir. Voilà. On voyage vraiment, vraiment autrement. C'est toujours assez marrant de voir ces différences. J'ai eu la chance, et je me permets, je prends peut-être beaucoup l'antenne, mais d'aller en Birmanie en 2001 quand il y a eu les attentats à New York. Je n'étais au courant de rien. J'ai été au courant 6-7 jours après à Bangkok. Puisque la Birmanie c'est un peu comme la Corée du Nord maintenant, il fallait que tu laisses ton portable à l'entrée. Tu n'avais le droit d'avoir aucun contact. D'accord. Donc voilà, donc c'est des choses qui maintenant ne peuvent plus arriver, quoi. On est au courant de tout partout, sauf en Corée du Nord, quoi. Ouais. Et voilà, on est tous connectés, c'est une autre façon de faire. Et pareil, on n'a plus à raconter son voyage. Puisque finalement, on a mis sur Facebook les choses, ou sur un blog, ou quoi que ce soit. Et quand on rentre en France et qu'on voit les gens qui nous ont suivis, ils connaissent aussi bien notre voyage, voire mieux que nous, parce qu'en plus, ils ont regardé des anecdotes, des trucs à côté. Ouais. Alors qu'avant, on revenait, et puis alors c'était comment? Et puis là, tu partais pendant 1 heure à raconter ton voyage. Voilà, c'était une autre façon de faire. C'est marrant. Bon, le petit moment de nostalgie. Non, mais ça a bougé. Hein. Nous, on a pris le pli aussi, on fait la même chose. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est simple d'avoir des outils quand même, etc. C'est rassurant. Tu vois, on peut se communiquer quand même du Vietnam à l'Espagne très facilement. Donc, il n'y a pas de. C'était différent. Je pense qu'il y avait plus de rencontres entre les voyageurs que ce qu'il y a maintenant. Ou peut-être que les gens m'aiment pas et qu'ils ne veulent pas me voir. Ouais, les temps changent, donc faut faire avec. Faut s'habituer. Et puis, de toute façon, le monde est en changement constant, donc de toute manière, faut soit s'habituer ou soit râler et dire que le passé c'était mieux, mais bon, ça n'avancera pas à grand chose, je pense. Ça n'avancera à rien, non? Donc bon. Ok, merci beaucoup Thierry de m'avoir contacté pour participer au podcast et pour avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup à toi, ça met en perspective aussi les choses et peut-être que les auditeurs qui sont peut-être un peu plus âgés pourront se reconnaître dans ton parcours et c'est aussi une bonne chose. Très bien, merci à toi en tout cas de m'avoir interviewé et puis continue parce que j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup Thierry et puis bonne fin de séjour aux îles Canaries et puis bonne chance, amuse-toi bien pour le reste de tous tes voyages. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut, ciao. Et voilà, l'interview avec Thierry est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à discuter avec lui de ce changement de vie alors qu'il est dans sa quarantaine, le fait qu'il n'ait pas voulu attendre la retraite pour voyager. Je trouve ça vraiment génial. Donc merci beaucoup à lui d'avoir partagé son parcours. Merci bien sûr à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en prenant 2 minutes de votre temps, c'est-à-dire juste me laisser 5 étoiles sur iTunes et me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du podcast. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'URL traverserlafrontière.com/iTunes. Vous laissez un petit commentaire ou juste 5 étoiles si ça vous n'avez pas le temps, si vous n'avez que 1 minute et pas 2 minutes. Et comme ça permettra de faire connaître le podcast au plus grand monde possible. Donc merci à vous si vous le faites. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview. À bientôt, ciao.